Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Nicolas Lévin, qui est historien. Il travaille dans la fonction publique au plus près de l'État et écrit pour Causeur, le magazine Causeur. Et il est auteur de ce livre « Incident, la cartographie d'un carnage » aux éditions du Ring. Alors, Nicolas Lévin, bonjour. La première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi l'anonymat, enfin pourquoi le pseudonymat. J'ai lu votre livre, et si je vous ai invité, c'est parce que j'ai trouvé ce livre tout à fait intéressant, parce que vous faites le tableau, effectivement, et puis vous rappelez un certain nombre de choses qu'on a un peu passées sous silence, mais il n'y a pas de révélation fracassante, il n'y a pas de secret d'État, et d'ailleurs, c'était pas le but du livre. Donc, je vous posais la question quand même, pourquoi cet anonymat ou ce pseudonymat? Comment dire, est-ce que vous imaginez que Juan Branco, s'il avait été en poste à l'époque, aurait pu publier sous son nom Crépuscule? Je suis toute proportion gardée dans une situation un peu comparable, c'est-à-dire qu'il y a dans la fonction publique un devoir de réserve qui est un peu à géométrie variable, totalement à géométrie variable. Si on est social-démocrate, on a le droit de ne pas le respecter. Si on est comme moi patriote, c'est beaucoup plus compliqué. Il est plus facile en France aujourd'hui, on l'a vu à la préfecture de police de Paris il y a quelques mois, d'être salafiste, de ne pas serrer la main des femmes, et ça ne me pose pas de très gros problèmes. En revanche, je crois que ce en quoi je crois et ce que je montre dans le livre pourrait me valoir en revanche de très gros problèmes. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un pseudonyme. D'accord. Oui, vous dites que comme vous êtes dans la fonction publique et active, vous dites que votre devoir de réserve, mais vous l'avez dit, est quand même plus important. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que vous parliez de ces sujets-là, quoi. Par exemple, le Covid-19. Je pense que le devoir de réserve est une très belle notion. J'y suis très attaché, mais force est de constater, comme je l'ai dit, qu'elle n'est pas respectée par tout le monde. Et comme vous l'avez dit également, le but de ce livre n'était pas de révéler des choses, mais plutôt d'abord de faire le récit le plus complet possible de la pandémie, de boucher les trous dans ce récit. Et c'est là, je crois quand même qu'il y a, quand j'affirme, c'est que je suis sûr de moi. C'était aussi de revenir sur toutes les polémiques qui ont émaillé et qui continuent de le faire cet événement, et puis de faire aussi en définitive un brûlot politique, puisque la conclusion, je crois, est assez logique. Tout à fait, on va en parler de cette conclusion. D'ailleurs, je vais la donner tout de suite, puisque, en fait, vous annoncez la couleur, vous l'annoncez dès le départ, mais j'ai bien aimé la conclusion, on va la lire, parce que vous dites ceci, vous dites en fait, le plus frappant dans la gestion de la pandémie de Covid-19, et c'est votre conclusion, le plus frappant dans la gestion de la pandémie de Covid-19 par les pouvoirs publics, c'est la manière avec laquelle ces derniers semblent avoir complètement subi ces rebondissements. Ils avaient et continuent d'avoir du reste plusieurs coups de retard. Gérer ces sursoirs. Dès lors, pour faire comme s'ils maîtrisaient quand même un peu le désastre, il ne restait à ceux qui sont aux affaires que la communication, c'est-à-dire le commentaire. Et c'est peu dire qu'ils ont beaucoup parlé, croyant que le réel est la manière avec laquelle on l'habille de mots, paradoxe effarant que celui d'une époque qui s'exprime si mal et qui pourtant le fait plus qu'aucune autre avant elle. Ça, c'est tout à fait exact. Et que reste-t-il du réel vécu par tout un chacun, si j'ose dire, quand son commentaire lui saute immédiatement à la gorge? Et oui, c'était Cocteau qui disait, puisque ces mystères nous dépassent, feignons de les organiser. Et alors, rentrons dans le cœur du livre, dans le corps du livre. C'est vrai que vous racontez toute l'histoire, et c'est bien, justement. Comme on dit, moi j'aime beaucoup cette expression en anglais, je ne connais pas la connecting the dots. C'est-à-dire, vous liez les points d'injonction. Et alors on voit, pour parler un peu de ça, on voit le rôle que la Chine, parce que la Chine, on en a beaucoup parlé, mais en fait, sans dire et sans entrer justement dans la spéculation si le virus a été échappé d'un laboratoire à Wuhan, vous montrez que la Chine a joué quand même un rôle d'éténoir à un moment donné, et éténoir d'autant plus fort que son rôle aujourd'hui dans le monde et la géopolitique mondiale devient de plus en plus important, soit essentiel. Racontez-nous cette Chine mystérieuse. Je crois que c'est assez clair. Alors vous dites que on peut évacuer la question de l'origine du virus. J'espère qu'on y reviendra quand même, parce que je crois, moi, je l'affirme dans le livre, à défaut d'afficher des preuves
évidente que l'histoire du laboratoire P4 de Wuhan, en tout cas, laisse à croire qu'il y aurait pu y avoir une manipulation. Il y a autant de chances que ce virus soit né spontanément dans la nature, même si pangolins et chauves-souris se fréquentent fort peu, qu'il soit né dans ce laboratoire qui était dans un état assez lamentable. Je raconte l'histoire du laboratoire P4 de Wuhan. Et je crois que c'est assez évident. Il est impossible, techniquement, j'ai interrogé des biologistes, de fabriquer un virus de ce genre. Aucun État, aucune équipe n'est capable de le faire. En revanche, on a le droit de croire au hasard, hein, mais vous avez d'un côté le plus grand réservoir de coronavirus au monde. Oui, vous avez vous le rappelez, en 2002. Et vous avez une épidémie qui commence à 5 kilomètres de ce laboratoire. Je cite Bernanos, le hasard est le dieu des imbéciles. On a le droit de croire que c'est un hasard. Moi, je dis que c'est quand même assez troublant quand on sait en plus que les renseignements français à l'époque, puisque la France a aidé, plus qu'aidé même, la construction du laboratoire, quand on sait que les renseignements français ne voulaient pas de ce laboratoire puisqu'ils soupçonnaient les autorités chinoises de vouloir fabriquer des armes bactériologiques, après, la France a perdu totalement la main sur ce laboratoire. Jamais des chercheurs étrangers n'ont pu y entrer. Et il est tout à fait possible que quelqu'un ait été contaminé lors d'une manipulation et qu'il ait répandu le virus ensuite. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a pas la certitude. On n'a pas la preuve. Non, mais la Chine vient à peine ces dernières semaines d'autoriser des équipes à venir travailler sur place. Moi, j'arrive à quelque chose qui peut me paraître plus important de savoir si effectivement le virus est né là ou pas, encore que ce ne soit pas négligeable. C'est justement comment la Chine a éteint, c'est-à-dire a empêché toute enquête pendant des mois et des mois et des mois, et comment la Chine a étouffé. Et ça, vous le racontez très bien. C'est-à-dire comment la Chine a véritablement dit, mais attendez, circuler, il n'y a rien à voir. La difficulté, c'est que c'est la Chine, si je puis dire. C'est-à-dire que, par définition, le régime chinois, il faut faire attention quand on dit la Chine, les Chinois, je parle des autorités chinoises, évidemment. Le paysan du sud de la Chine n'a pas grand-chose à voir dans cette affaire. Bien sûr. Les autorités chinoises, immédiatement, ont censuré encore plus que d'habitude. Elles ont emprisonné les lanceurs d'alerte encore plus que d'habitude. Je rappelle qu'elles ont arrêté des médecins. Tout a été fait, organisé, planifié pour qu'aucune information ne filtre. Et moi, je m'étonne quand même que les journalistes en général, qui sont si attachés, et ils ont raison, aux libertés d'enquêter, au droit d'enquêter, là, pour le coup, ils n'étaient pas tellement choqués. Bon, donc, oui, la Chine a mis tout en œuvre et a empêché des équipes, des scientifiques étrangers. C'est fondamental. Ouais. Pour trouver un vaccin, par exemple, il faut savoir, le meilleur moyen, c'est de savoir comment c'est né, où c'est né. La Chine a interdit les chercheurs étrangers de venir travailler sur son sol. Elle a à peine de autoriser l'OMS. Il y a eu des missions en janvier, en février, autant que je m'en souvienne, et elles étaient à chaque fois entourées de cadres du parti, très brèves. Il n'y avait pas de moyen d'investiguer. Très surveillé, absolument, absolument. On va reparler de tout ça, on reste ensemble, et c'est parce que c'est un livre passionnant, encore une fois, et on va parler évidemment de notre gestion, pas seulement en France, mais en Europe, etc., du coronavirus, et qu'est-ce qui s'est vraiment passé après ces informations, et avec les auditeurs de Sud Radio. À tout de suite. Et oui. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nicolas Lévin n'est pas son vrai nom, il est haut fonctionnaire, il est tenu en tout cas au devoir de réserve, et on comprend. Il a écrit un livre qui est un livre passionnant pour une raison très simple, c'est qu'il a effectivement rempli les vides. Vous savez, l'histoire du coronavirus, on en parlera hélas encore demain et après-demain. On connaît les principaux chapitres, mais ils n'ont pas été, enfin ce livre en tout cas, à mon sens, je n'ai pas lu tous les livres sur le coronavirus, mais c'est l'un des premiers, sinon le premier, qui effectivement montre un peu la trajectoire. C'est-à-dire comment ça s'est passé entre la Chine, entre les différentes puissances, entre l'Europe. Et je constate deux choses, Nicolas Lévin. Bon, on a parlé un tout petit peu de la Chine et comment la Chine a agi en puissance conquérante, maintenant, je dirais pas impérialiste, mais conquérante. Comment l'Europe se retrouve de plus en plus à vos abonnés absents, faisant plutôt de la théâtrocratie qu'autre chose. Et comment, en fait, et c'est ça que je voudrais que vous nous donniez un rappel, on est à la radio, malheureusement, on n'a pas tout le temps, mais un espèce de tableau d'itinéraire de sa gestion, comment on a géré cette pandémie. Chez nous, on est aujourd'hui, effectivement, le 1er octobre, et on se demande si on ne va pas reconfiner. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne sais même pas si on peut parler de gestion, on pourrait peut-être parler d'absence de gestion. Je crois que cette affaire nous est tombée dessus, leur est tombée dessus à ceux qui nous dirigent, comme la vérole sur le bas clergé. Ils n'étaient pas prêts, je crois, intellectuellement, moralement, à faire face à ce genre d'épreuve. Je crois qu'ils ont été surpris. Je cite, bon, cela dit, à leur décharge, le SRAS de 2002-2004 était plus mortel, mais finalement il s'était éteint très rapidement. Je pense qu'ils ont misé, il y a eu très peu, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 morts en France seulement, peut-être même qu'un seul. C'est trop, bon, comparé à la Covid-19, c'est pas beaucoup. Je crois qu'ils ont été surpris, il y avait une forme d'autosuggestion sans doute. Je crois qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre, qu'ils espéraient que ça allait s'éteindre, que le feu allait s'éteindre de lui-même. Oui, mais quand on a vu, pardon, quand on a vu que les chiffres augmentaient, vous le racontez dans votre livre, et que ça se passait un peu partout, en Italie, ailleurs, enfin en Amérique, en Amérique du Sud. Souvenez-vous ce qu'on entendait sur l'Italie. C'était les Italiens, des mandolinistes, des rigolos. Nous avions beaucoup mieux géré, évidemment. Nous avons le meilleur système de santé du monde. On le disait encore en février. De l'univers. Ouais. Ouais. Oui, non, je crois qu'ils ont été surpris, au sens le plus propre du terme, et qu'ils ont ramé à partir de là. Il y a eu des mesures qui ont été très, très saines, qui ont été prises, le report des charges pour les entreprises, le confinement, je le qualifie le confinement, mais tout le monde, je pense à peu près tout le monde sera d'accord avec moi, d'armes des faibles. À partir du moment où on n'avait ni test, ni masque, le confinement était inéluctable, mais il était évidemment possible de faire mieux, puisque d'autres ont fait mieux, à commencer par Taïwan. Après, nous ne sommes pas asiatiques, et tant mieux d'ailleurs. On n'a peut-être pas envie d'être fliqués en permanence, même si les gens s'auto-fliquent via les réseaux sociaux, ce qui est un paradoxe qui moi m'échappe un peu. Mais les Allemands ont fait différemment, les Polonais ont fait différemment. Dès qu'il y a eu quelques cas, ont fait différemment. Voilà, dès qu'il y a eu quelques cas en Pologne, ils ont fermé immédiatement les frontières. Ce qu'il fallait faire d'emblée, et c'est évident, c'était fermer les frontières. Mais attendez, vous dire fermer les frontières nationales, par exemple. Bien sûr. Oui, mais il n'y a plus de frontières nationales, il y a Schengen. Ah ben, pourtant, on les a fermés quand il fallait. Même dans le cadre de Schengen, on pouvait le faire, bien sûr. La Pologne l'a fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait, nous, à votre avis? Par idéologie. Alors justement, de ce point de vue, vous parlez des masques et du manque de tests et de masques. Et vous racontez une histoire que je connaissais à peine, mais qui m'a vraiment, je dirais pas bouleversé, mais enfin qui m'a vraiment interpellé. Et tout le monde sait ce qui s'est passé à l'usine de Plaintel, en Côte d'Armor. Racontez. Alors, autant que je m'en souvienne, c'était après l'épidémie du SRAS et les fameuses commandes de Roselyne Bachelot, que moi je trouve tout à fait légitime. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ça coûtait 384 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est 384 millions d'euros pour protéger les Français? Tant pis si on achète trop de vaccins, au moins on les a, et en cas de crise, c'est le principe. On peut essayer de traverser cette crise. L'État à l'époque s'était rendu compte qu'il manquait cruellement de masques, et donc certaines entreprises, dont celle de Plaintel dans les Côtes d'Armor, avaient été sollicitées. Il y avait eu des contrats qui avaient été signés, c'était sous Dominique de Villepin, et cette usine produisait un nombre considérable, plusieurs millions de masques, et on a arrêté tout à coup, et toute la filière, parce que c'est un exemple, il y avait d'autres usines, toute la filière de production des masques a été arrêtée soudainement. Mais pour quelle raison? Pour des raisons ça ne servait à rien, quoi. Ça, par un mélange de fantaisie scientifique et surtout pour faire des économies. C'est ça. Oui, et puis on disait, rappelez-vous, il y a eu on disait à Roselyne Bachelot, mais qu'est-ce que vous avez commandé des millions de masques, ça sert à rien. Et comme dit Nassim Nicolas Taleb, si on ne prévoit pas l'imprévisible, c'est quoi? Gouverner, c'est prévoir, vous le dites vous-même d'ailleurs dans votre livre. Tous les François de Closet de France ont fait des sauts de 10 mètres à l'époque. C'est notre argent, c'est l'argent des Français, bien sûr. Mais parfois, moi je préfère qu'on mette 384 millions d'euros pour fournir des vaccins, ce qui peut nous protéger. Ou des masques, ou des masques, plutôt que d'aller construire des stades de foot ou c'est quoi moi. D'accord. Et donc vous dites, et on a cité votre conclusion, vous vous dites en fait que en permanence, et pas seulement nous, il ne s'agit pas de faire du haro sur le baudet, mais en permanence effectivement, parce que le pire dans tout ça, c'est que ça a été ressenti par la population, en tout cas par une grosse partie de la population, c'est ce côté absolument
tout et le contraire. Les masques, ça sert à rien. Mettez les masques, sinon 135 € d'amende. Les tests, oui, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on teste tout le monde. On teste même les cas positifs et on confond les cas positifs et les hospitalisations. Ça n'a rien à voir. Et il y a eu cette espèce de, comment dire, je ne sais pas, ces dégradations, de trucs qui s'est effondré comme ça, y compris chez les médecins. Vous avez vu que les médecins, tout est le contraire. Vous racontez l'épisode Raoult, mais enfin, il y a eu d'autres. Donc, c'est quoi cette espèce d'effritement qu'il y a eu? C'est le symbole d'effritement qui était déjà là? Alors moi, je suis ni virologue, ni épidémiologiste, ni médecin. Donc je suis tout à fait qualifié pour parler parce qu'ils ont dit tellement de bêtises ces derniers mois. Enfin, c'est quand même incroyable, pardon, je fais un aparté, mais d'entendre des médecins, c'est 10 années d'études, je crois, nous dire à l'époque qu'un virus qui s'attaque aux voies respiratoires se fiche d'un masque. Évidemment que c'est mieux d'avoir un masque. Donc je sais pas. Et c'est là que pour moi, soit ils sont bêtes, soit c'est de l'idéologie. Comme je crois que les médecins en général ne sont pas bêtes, c'est de l'idéologie. Moi, je suis un idéologue. Également, et parfois ça fait dire des bêtises. Là, ils ont leur idéologie libérale. Non, pour eux, c'était. Je pense que qu'ils n'ont pas. Non, oui, je parlais de la gestion gouvernementale plus que des médecins. J'ai évoqué les médecins. C'est là l'intérêt d'être là où je suis, c'est que j'ai pu quand même assister, j'en parle dans le livre, à la panique. Il y avait un sentiment, de panique, et je crois que au-delà de l'incompétence de certains, je crois qu'ils ont beaucoup des décisions et des contradictions dans les mesures prises à cette époque s'expliquent par ce sentiment de panique. C'est ça. On se dit, qu'est-ce qui va arriver? Effectivement, on peut se poser la question. Et n'oubliez pas qu'il y a eu la modélisation. Les gens qui venaient et disaient à Macron et autres qu'il y aura 500 000 morts. Hein. Oui, absolument. Là, on modélise et on continue à modéliser. Oui, mais ça prouve que le monde n'est pas réductible à des schémas mathématiques. Bien sûr. Y compris la médecine. Et c'est un échec terrible pour je crois... passionnément la médecine, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais c'est quand même un échec terrible pour elle, là. C'est un échec terrible pour ceux qui raisonnent sur les tableaux Excel, alors qu'ils ne raisonnent pas avec les malades. Médecin traitant, c'est pour traiter. Et c'est bien le problème. On va se retrouver, Nicolas Lévin, avec nos auditeurs, après une petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est dans tous ses états avec son invité Nicolas Lévin, historien. Il travaille dans la fonction publique au plus près de l'État et il publie ce livre Incident, la cartographie d'un carnage, et c'était aux éditions du Ring. Et vous êtes aussi nombreux à avoir composé le 0826 300 300. C'est le cas de Pascal qui nous appelle d'Auvergne. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour à vos invités. Je vous remercie pour la qualité de vos émissions. Merci. Et je me pose une question par rapport à tout ça. Oui. Et je me dis, depuis 30 ans, on nous a vendu des économies. Enfin, on nous a dit qu'on allait faire des économies en supprimant des lits, en supprimant des postes, en fermant des hôpitaux, en fermant des... Voilà. Et je voudrais savoir, donc, depuis 30 ans, combien on a fait d'économies par cette politique. Et je voudrais savoir maintenant, c'est peut-être un peu tôt pour le dire parce qu'on n'en est pas sorti malheureusement, combien va nous coûter cette crise? Alors, c'est ma question. Oui, très bien. Bernard Cron, docteur Cron, vous êtes toujours avec nous? Alors, docteur Cron va arriver dans quelques minutes, donc Pascal, vous aurez votre réponse dans quelques minutes. D'accord, merci. Oui, parce que les chiffres, ça, c'est notre ministre de la Santé à nous, le docteur Bernard Cron, qui vous répondra. Dès qu'il est là, on le fera parler. Merci. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Alors, oui. Alors, voilà, le docteur Cron est présent. Docteur Cron, vous avez entendu la question ou pas? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Mais il n'y a pas eu d'économie puisque les dépenses de santé ne sont pas liées aux médecins. Ils sont liés d'une part, comme l'a dit dans son rapport, le Racket, monsieur Prats, Charles Prats, son très beau livre. Oui. Il y a 50 milliards par an de détournés par de la fraude. Cette fraude étant liée aux fausses cartes vitales qu'il a estimées au nombre d'1,5 million et aux 100 000 personnes qui auraient plus de 100 ans. C'est ça. Ce qui n'est pas possible en France. Nous sommes le record du monde des centenaires, oui. Et alors deuxièmement, oui, allez-y. Deuxièmement, les agences de santé et l'administration. Il faut savoir que pour contrôler les médecins et les soignants, on a fait les tableaux Excel, on a fait la traçabilité, on a fait les référentiels. Les médecins passent leur temps
à faire de l'administratif. On a même créé, ce qui est assez extraordinaire, un chef de pôle pour coiffer les chefs de service. Et le chef de pôle est un médecin qui passe 80% de son temps à faire de l'administration. Ouais, au lieu de soigner, oui. On a créé les médecins DIM, c'est-à-dire des médecins pour coter les actes, parce que la nomenclature est d'une extrême complexité, et c'est du temps perdu, parce que les interventions, il n'y a pas besoin de 1000 cotations pour fixer le tarif des interventions. C'est l'hôpital-entreprise géré et contrôlé par son administration. Donc, ce que vous dites, Bernard Cron, il n'y a pas eu d'économie, au contraire, en fait. Ah oui, parce qu'à partir du moment où il y a pénurie de médecins, on ne fait plus de la médecine, les médecins ont un tarif de 25 € la consultation. Bonjour madame, asseyez-vous. Vous venez pourquoi? Renouvellement de votre ordonnance, je vous renouvelle l'ordonnance, au revoir madame, et au suivant. Oui, d'accord. Donc, effectivement, voilà, ça répond à votre question. Alors, la somme globale, je pense, Bernard Cron, que personne ne l'a. Alors, combien ça nous a coûté? On l'a pas, ça, c'est sûr. Il n'y a que du déficit. Si, on connaît les déficits. Sécu, 44 milliards cette année, qui va être cantonné à la CADES, la caisse qui permet de différer le remboursement avec un crédit qui coûtera des intérêts. Et l'hôpital, près de 50 milliards de dettes, car quand on a voulu moderniser l'hôpital, certains hôpitaux ont pris des intérêts à taux toxiques et ont fait des investissements qui n'étaient pas utiles, car ces soins pouvaient être faits très bien dans les cliniques privées qui ont fermé par centaines. Merci, merci Bernard Cron. Et merci Clémence. Pascal. Nous donnons la parole à Luc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Luc. Bonjour. Oui, bonjour Luc. Bonjour Monsieur Berkoff. Je voulais intervenir sur le petit passage que vous avez fait sur les propos d'Éric Zemmour hier. Oui. Alors certes, il a été un peu fort. Bon, j'adhère régulièrement à ses analyses. Oui. Et là, je crois qu'il a exagéré un petit peu, mais je pense ça reflète un peu les propos qui se tiennent, je dirais, actuellement dans les gens qui refusent la situation. C'est-à-dire qu'on est poussé vraiment par tous les événements qui arrivent tous les jours, qui sont sordides. On est poussé à cet extrémisme. Ouais. Non, mais je comprends. Vous savez, moi, Zemmour, c'est quelqu'un qui est proche. Je le dis. Enfin, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un qui est tout à fait proche. Je veux dire par là que c'est quelqu'un que je refuse évidemment qu'on le mette imbécilement au banc des accusés et du sceau de la famille. Ce qui va se passer. Mais ce qui est toujours embêtant, c'est les généralisations. Il a peut-être été poussé, il a peut-être été excessif. C'est vrai que on peut être absolument, je dirais, on étouffe et on peut être poussé, mais dire tous violeurs, tous criminels, tous déviants, personnellement, ça me gêne un peu, quoi. Mais voilà. Vous permettez encore une phrase? Je vous en prie. Je pense qu'il aurait dû dire potentiellement. Oui, peut-être. Voilà. Surtout quand vous avez à France Inter un certain Laganerie qui lui dit carrément supprimons les gens qui ne pensent pas comme nous. Hein. Alors, comme disait Nicolas Lévin, c'est Versailles qui se fout de la commune. Voilà. Qui se prend pour la commune. Est-ce que vous avez lu cet entrefilé qui est paru dans beaucoup de sites et journaux africains ou en Mauritanie? Oui. Les parents mettent leurs filles dans des cages en fer pour les protéger des centaines de milliers de viols qui existent là-bas. Vous avez vu ça? Oui, je l'ai vu ça. Oui. Bon. Enfin, alors, c'est pas une critique. Je dirais que le principe de précaution dont on nous rabat les oreilles me ferait dire qu'il faut arrêter cette invasion. Non, mais vous avez tout à fait le droit de vous exprimer. Hein. On est justement ici liberté d'opinion. Pendant un temps. De manière à ce qu'on s'organise intelligemment et correctement pour ne pas faire tout et n'importe quoi comme on l'entend tous les jours. Des mineurs qui, effectivement, on ne sait pas s'ils sont mineurs majeurs et on ne le saura jamais. Oui. Bon, et qu'on laisse dehors. Bon, effectivement, il faut qu'ils mangent. Le problème, c'est qu'aussi ces populations n'ont pas le même niveau, je dirais, de compréhension de la vie humaine.
Non, ils ont d'autres référents, hein, culturels, ou appelons-le comme on veut, mais c'est d'autres référents, effectivement. Et vous connaissez peut-être, encore un tout petit mot. Oui, allez-y, parce que... Vous connaissez peut-être cette interview de Hassan II par Anne Sinclair. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Il a circulé sur tous les réseaux sociaux. Non. En tout cas, merci de votre témoignage. Je voudrais savoir, Nicolas Lévin, c'est pas le sujet de votre livre, mais qu'est-ce que vous pensez de l'histoire, enfin pour vous, mineurs, invasion, clandestins, etc. Ils sont complexes. Je parle aux citoyens. Hein. Eh ben moi, je vais vous faire une réponse de citoyen. Moi, je suis démocrate, un farouche démocrate, et j'aimerais qu'on pose la question au peuple français. S'il y a encore un peuple, enfin, des intellectuels comme j'oublie son nom là, la Gannerie, ou je sais pas quoi, voilà, bon, je pense que on va nous dire que le peuple est une abstraction. Bon, quelque chose de mouvant, tout est mouvant pour eux, hein, tout évolue. Bon, moi, j'aimerais qu'on interroge tout simplement le peuple français, en fait. Référendum. Voilà, un référendum. C'est bien, depuis 40 ans, tous les sondages disent qu'une immense majorité de Français est favorable à ce qu'on réduise l'immigration. C'est bien pourquoi on n'a jamais posé la question aux Français. Quant aux mineurs isolés, je vais faire du Zemmour, mais force est de constater qu'ils ne sont la plupart du temps ni mineurs ni isolés. Quand on voit celui qui a fait l'attentat, là, on voit immédiatement quand même qu'il n'a pas 18 ans. Enfin, c'est assez ridicule. On a appris qu'un juge avait refusé de faire des tests osseux. Bon, il y a aussi tout le travail de SAP mené par la magistrature, évidemment, dominé idéologiquement par le syndicat de la magistrature. C'est une donnée très importante. Voilà, moi j'aimerais juste qu'on en... rebondir sur ce que disait personne qui a intervenu, l'auditeur, toutes les cultures sont respectables. Bien sûr. Toutes les cultures sont respectables avec leurs codes. Moi, je ne vais pas dire à un Malien comment il doit vivre, je ne vais pas dire à un Algérien comment il doit vivre, à un Chinois comment il doit vivre. Tout est respectable. Je n'ai pas envie qu'il m'impose sa manière de vivre, tout simplement. Mais toutes les cultures, voilà, moi, j'ai pas envie je suis très malheureux que des petites filles afghanes ne puissent pas aller à l'école. Vraiment, mais je vois pas pourquoi on irait faire la guerre, parce que sinon ça n'en finit pas. On va pas aller faire la guerre dans tous les pays pour imposer l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est leur conception. Si les Afghans et les Afghanes veulent se soulever pour être libres, voilà. Cela dit, il faut quand même rappeler que les Afghanes s'habillaient en jupe, etc. Oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est pas celui contre le droit d'ingérence. Allez, on retourne au standard 0826 300 300. Vous êtes très nombreux à composer ce numéro et on va donner la parole à Michel qui nous appelle du Gard. Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Bonjour Monsieur Berkoff. Oui, voilà, moi je voulais simplement réagir à ce que disait tout à l'heure un de vos intervenants concernant les personnels soignants et le manque des personnels soignants. Vous savez, j'ai un âge qui me permet malheureusement d'avoir une expérience hospitalière assez grande depuis les années 80 et j'ai constaté au fil du temps, pour différentes interventions auxquelles il a fallu que je sois hospitalisé, j'ai constaté petit à petit une dégradation réelle de la disponibilité des personnels soignants. Pour autant, leur responsabilité est restée totale, entière, et parfois même plus importante encore. Parce que la population vieillissant, eh bien effectivement, moi je suis de la génération 45, alors vous savez, des gens qui sont nés en 45, il y en a eu beaucoup, 46, 47, jusqu'à 50, et dans les années qui viennent... Ça s'appelait le baby-boom. Oui. Ça s'appelait le baby-boom. Alors moi, je dis, voilà, on ne peut pas dire, comme certains disent, il faut gérer comme une entreprise, et en même temps avoir un turnover qui soit très fort. Parce que dans une entreprise où il y a un turnover qui est très fort, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai appris, moi, par des soignants, que la moyenne de carrière, si j'ose dire, d'une infirmière dans l'hôpital public était de 7 ans. Et qu'au bout des 7 ans, elle arrêtait le métier parce qu'elle était saturée, ou alors elle passait en libéral pour gagner un peu mieux sa vie, mais en travaillant comme une folle, ou comme un fou, ou allant dans le secteur privé. C'est-à-dire que le secteur public ne rémunère pas correctement des gens qui sont à Bac+3 avec des responsabilités humaines très importantes. Alors je pense que la qualité de la santé, des soins en général, tout ce qui touche à l'humain, est relative au nombre de gens qui s'en occupent. Je vais vous donner un exemple très simple. Un exemple que j'ai vécu personnellement au début du siècle. J'ai vécu et travaillé dans un pays sans grandes ressources, mais qui consacre à la santé des moyens les plus importants possibles. Lequel ?
Cuba. Mmh. Il y a 8 médecins pour 1000 habitants, pardon. Non, non, pour 1000 habitants. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'en France, il y en a 3,5. Mais vous savez, juste un mot, et je ne veux pas être... C'est juste comme ça, une incidente. Et vous savez ce qu'on disait à Cuba, je suis allé plusieurs fois, on disait il y a 3 choses qui vont très bien à Cuba et 3 choses qui vont très mal à Cuba. Ce qui va très bien à Cuba, c'est le sport, la santé et effectivement le social. Ce qui va très mal à Cuba, c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et c'est vrai qu'en tout cas, Cuba a une... Mais pour revenir à ça, je voudrais poser une question. Oui, ah oui, nous sommes déjà effectivement à... Il est l'heure Il est de laisser un petit peu de temps, et donc n'oubliez pas que vous pouvez nous appeler tous, 0826 300 300, si vous avez des questions pour André ou des questions pour notre invité Nicolas Lévin. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours dans tous ses états avec son invité Nicolas Lévin, qui est historien. Il travaille dans la fonction publique au plus près de l'État et publie ce livre Incident, la cartographie d'un carnage aux éditions du Ring, livre qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Et puis vous aussi, vous nous appelez au 0826 300 300. Et c'est le cas de Marie qui nous appelle des Landes et qui a justement une question pour Nicolas Lévin. Oui, bonjour Marie. Bonjour Monsieur Berkov et bonjour à votre invité. Alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que il est important que Nicolas souligne l'intervention de la Chine ou la responsabilité de la Chine sur justement la fabrication éventuelle de ce virus. Parce qu'on constate que ce virus ne se comporte pas du tout comme les virus respiratoires habituels. Il attaque d'autres organes comme le cœur et les cellules nerveuses du cerveau, ce qui est tout à fait surprenant. Et en plus de ça, il ne procure pas d'immunité. Donc il contient, comme disait le professeur Montagnier, des éléments probables du VIH. Donc dans la fabrication du vaccin, ce serait compliqué, étant donné qu'on n'a pas de vaccin contre le VIH, d'avoir une vaccination à 100% contre ce virus. Donc la Chine, effectivement, d'après ce que dit votre invité, aurait une responsabilité encore beaucoup plus lourde qu'on ne penserait, puisqu'elle interdit toute investigation. Et le professeur Montagnier aurait raison de ce côté-là. Nicolas Lévin. Oui, je parle de la responsabilité de la Chine. De mon point de vue, elle est totale. Il y a eu à tout le moins une gigantesque rétention d'informations qui a duré plusieurs mois. Le fait que la Chine ait refusé mordicus que des scientifiques étrangers viennent enquêter sur son sol est problématique. Et le tour de passe-passe qui est quand même génial, c'est que de bourreau, elle a réussi à se faire passer pour une victime et même pour un sauveur. C'est quand même incroyable ça. Et le seul qui a eu, je le porte pas particulièrement dans mon cœur, même si c'est pas très original, le seul qui a eu le courage de l'affronter, c'est Donald Trump. Alors il a certes les moyens de le faire, mais il l'a fait, oui. Et puis comment dire ça, pour le coup, j'en parle dans le livre, c'est demi-révélation, on va dire. Les services de renseignement français et occidentaux en général étaient, par exemple, ont donné des informations. On a appris il y a quelques semaines que l'ambassade de France, dès la fin décembre, avait prévenu. Ils soupçonnent encore aujourd'hui le laboratoire P4 de Wuhan d'être à l'origine du virus. Ils n'ont pas plus de preuves que moi, mais ils en ont sans doute un peu plus que moi tout de même. Mais ceux que j'ai pu interroger, les membres du renseignement que j'ai pu interroger, m'ont confirmé que pour eux c'était sinon évident, du moins probable, très probable. Mais alors Nicolas Lévin, vous êtes fonctionnaire, vous travaillez pour l'État, vous connaissez un certain nombre de gens qui étaient là. Comment vous expliquez quand même cette espèce de déni qu'il y a eu? Parce qu'on a beau dire, oui, il n'y avait pas de masque, on ne pouvait pas dire. Ce déni qui consiste à dire, mais écoutez, Wuhan, c'est loin, Agnès Buzyn, en fin janvier, pendant qu'on a envoyé d'ailleurs des cargaisons de masques à la Chine, il faut le rappeler, et d'hydroxychloroquine, etc., etc. Quand vous expliquez qu'elle dit en même temps, mais non, c'est pas grave, que même Olivier Véran, au départ, tout ça, c'est pas grave. Après, on a changé, c'est devenu très grave. Mais comment vous expliquez? Moi, il y a une chose vraiment qui, quand vous ne savez pas, ils peuvent très bien dire, écoutez, il faut faire très attention, on n'a pas encore, et c'est normal, et personne ne peut leur jeter la pierre, on ne sait pas ce que c'est que ce virus, jusqu'où il peut aller, il faut faire très attention. Mais le déni du circuler, rien à voir, comment vous expliquez ça au plus haut sommet de l'État, en tout cas, assez fréquent?
Il y a plusieurs choses. J'ai parlé d'idéologie tout à l'heure. Moi, la grande thèse de mon livre, si je puis dire, c'est que je m'en prends bien en tête au libéralisme. C'est le génie du libéralisme de faire croire qu'il n'est pas... Ils sont tous libéraux, ces gens-là. C'est de faire croire qu'il n'est pas une idéologie. C'est la pire des idéologies. La fin des idéologies, c'est une idéologie. Et je pense qu'ils étaient tout simplement... leur vision du monde, leur conception du monde les rendait impuissants dans une très large mesure face à une situation. C'est eux qui ont qui ont inventé le concept de gestion de crise. On entend que ça, gestion de crise. Bon, là, pour le coup, elle n'a pas été très brillante, la gestion de crise. Donc, face à une crise de cette nature-là, j'aime pas beaucoup le mot crise, mais bon, tant pis, il n'y en a pas d'autres. Face à une crise de cette nature-là, tout à coup, c'est plus compliqué. Et puis, très concrètement, vous avez un peu évacué les masques et les tests. Je pense que si on en avait eu quand même en stock, il y aurait eu quelque chose d'un peu différent. À la décharge du gouvernement, je le tapassais du pouvoir plutôt. Je le tapassais dans le livre. Encore une fois, les médecins n'ont pas aidé non plus, n'ont pas aidé. Oh non, d'abord, j'ai pas évacué les masques et les tests, on en a parlé. Deuxièmement, les médecins, ça veut rien dire. Vous savez très bien qu'il y avait des médecins et médecins. C'est ça. Raoult, lui, il a dès le début, je sais pas que je suis pas un partisan inconditionnel de Raoult, enfin, dès le début, il a alerté quand même sur ce qui se passait. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, Toussaint, Péronne et autres. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, mais effectivement, vous dites... Moi, je ne sais pas, vous dites, c'est le libéralisme, ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal. Moi, je crois je crois qu'il y a aussi quelque chose du ressort du caractère, et du ressort vraiment du caractère, au-delà des idéologies. Parce que effectivement, il y a ce monde liquide et gazeux, on n'aime pas les frontières, on n'aime pas tout ça, et on a constaté que la mondialisation, elle était malheureuse, c'était aussi le virus. Eh oui, le virus, il est mondial. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un problème quand même de courage devant l'adversité? C'est-à-dire, on ne veut jamais parler du sang, de la sueur et des larmes, sans comparer Churchill 40 et Macron 2020. Mais est-ce qu'il n'y a pas de ça? Si, sans doute, mais c'est dialectique. En fait, les hommes créent des structures, et des structures modèlent les hommes. Ils ont créé un monde qui leur interdit d'être efficaces face à une crise de ce genre. Ce que je crois. Après, la fermeture des frontières, il n'y a aucune autre raison, sinon idéologique, qui est expliquée qu'on ne les ferme pas immédiatement. On ne serait pas tous morts ni de la Covid, ni de la gale, ni de la peste si on avait fermé les frontières. Donc je pense quand même que même de manière inconsciente, l'idéologie intervient. Quand, par exemple, le président de la République dit qu'un virus n'a pas de passeport, c'est idéologique. Bien sûr. Ouais. Et Clémence. On retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Karine qui nous appelle de Levallois. Oui, bonjour, bonjour Karine. Monsieur Berkoff. Bonjour à votre invité. Je m'excuse parce que je vais revenir sur la polémique concernant Éric Zemmour et par rapport à ce que votre auteur précédent a dit. Et je voudrais, parce que j'ai aussi écouté l'émission de Valérie Expert avant, et je voudrais quand même repréciser les choses. Non pas qu'Éric Zemmour ait besoin qu'on le défende parce qu'il se défend très bien tout seul. Moi, j'avoue que j'apprécie le fait que c'est quelqu'un qui est capable de débattre avec tout le monde. Et d'ailleurs, les gens viennent débattre avec lui, et qui en plus il a une connaissance historique qui fait qu'il remet les choses dans leur contexte. C'est toujours extrêmement intéressant, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais donc effectivement, la phrase qui a été diffusée sur votre antenne et que maintenant évidemment tout le monde reprend en chœur allègrement est dure, mais elle a été encore une fois sortie du contexte du débat global. Il se trouve que j'ai regardé et écouté cette émission dans sa totalité. Et il a dit quelque chose, il a complété sa pensée, c'est ça le vrai message qu'il dit. Il dit, dans la mesure où parmi ces mineurs isolés ou prétendument mineurs, donc isolés et non accompagnés, qui arrivent sur le territoire, il y a, et ça c'est irréfutable, c'est factuel, il y a des assassins, il y a des personnes qui tuent, qui violent, et que le gouvernement n'est pas capable de faire le tri et de garantir la sécurité des citoyens français, alors le gouvernement ne doit pas avoir et prendre le choix d'accueillir tout le monde et de prendre le risque de mettre les citoyens français en danger. C'est ça qu'il a dit véritablement. Et c'est pour ça que donc, malheureusement, on en arrive à une décision binaire qui est de dire,
si on doit accepter tout le monde, alors à ce moment-là, c'est ce que Éric Zemmour dit, il dit il ne faut accepter personne comme ça, parce qu'on assiste quand même, et ce qu'il a traduit avec violence, je voudrais juste terminer, ce qu'il a traduit avec effectivement une certaine violence dans ses propos, mais encore une fois, il faut les remettre dans leur contexte, c'est le fait que les gens soient excédés de l'inversion des valeurs. De quoi parle-t-on? On parle en fait que nous, citoyens français aujourd'hui, par rapport à l'immigrant, et je ne vais pas encore ajouter à la polémique parce que je ne dis pas totalement ce que je voudrais dire, mais est-ce qu'il est normal que le terroriste, puisque comme Éric Zemmour le dit, je suis désolée, ça aussi c'est factuel, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais il se trouve que tous les terroristes qui ont tué sur le territoire français sont des musulmans. Ça, madame, on le sait. Oui, non, mais on le sait, mais je voudrais juste, je voudrais juste dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est normal que ces personnes-là, elles, aient le droit de marcher en toute liberté et sans avoir aucune crainte dans la rue de n'importe quel village ou ville française, mais que le citoyen français, lui, ait maintenant peur pour sa sécurité, que ce soit cette jeune femme qui s'est fait agresser sur le pont à Strasbourg parce qu'elle portait une jupe, etc. Donc c'est ça la problématique qu'il a posée. Il a dit donc puisque ça se pose dans ces termes-là. Madame, on a bien entendu, mais je vais vous répondre, Le problème, il n'est pas là. Le problème, il faut pas le poser en termes. Alors, on prend tout le monde ou on prend personne. Pour moi, ce langage binaire est un langage effectivement, pour moi, absolument intolérable. Le problème, il n'est pas là. Pardon. Et si vous voulez, si je peux parler un tout petit peu. J'espère que je pourrais vous répondre. Et je vais vous dire, non, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que si le gouvernement faisait son boulot, si l'État, quel qu'il soit, non, mais voilà. Mais ça ne veut pas. C'est exactement ce que Éric Zemmour dit. C'est-à-dire que. Madame, le problème, madame, est de savoir si on a un gouvernement qui protège ses citoyens ou pas. Mais c'est exactement ce qu'il a dit. Mais non, mais je ne sais pas ce qu'il a dit, madame. Non, mais madame, je ne fais pas l'émission pour faire. Mais moi, j'ai écouté. Mais moi, j'ai écouté toutes les. Non, parce que ça va plus loin, si vous voulez. C'est général. Ce qu'on veut dire, c'est que le problème dans l'immigration aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui est aussi hypocrite qu'Emmanuel Macron, qui dit oui, il faut faire attention, il faut, etc., qui vous fait des grands discours après qui veut faire des grands discours sur le séparatisme, etc., mais qui fait voter en douce donc la loi pour que ces mineurs isolés puissent après revendiquer le regroupement familial. Vous comprenez? Mais c'est bien ça la problématique. Mais bien sûr. Mais donc c'est ça qu'Éric Zemmour a dit. Il dit bien sûr qu'il y aurait des mineurs qui valent le coup qu'on leur donne leur chance. Bien sûr que tout être humain a le droit d'avoir sa chance. Mais ce qu'il a dit aussi, et là-dessus, moi aussi je suis d'accord, c'est que ces gens-là, pourquoi est-ce que dans leur pays même... Madame, je ne comprends pas que vous n'écoutiez pas, c'est très bien et je trouve ça très bien, mais vous n'écoutez pas. Je dis simplement ceci, et ce n'est pas ce qu'a dit, je ne sais pas ce qu'a dit Zemmour, j'ai pris ça... Puisque vous ne savez pas, il aurait fallu... parce qu'on ne peut pas dire, je vais vous dire une chose, on ne peut pas dire, on n'accepte personne. Je vais vous dire, la France a été faite aussi, madame, par des immigrés qui sont venus et qui ont fait que la France soit la France. Donc, il ne faut pas passer d'un extrême à un autre, c'est tout ce que je dis. Il ne faut pas accepter les mineurs isolés à partir du moment où on ne peut pas justement contrôler qui ils sont. Mais on peut, madame, on peut. Si le gouvernement faisait son boulot, on peut. Mais s'il faisait son boulot, mais est-ce que je peux me permettre quand même de vous dire qu'il faudrait quand même de temps en temps que les Français aient des notions, des ordres de grandeur de ce que ça coûte, d'accord? Mais ils l'ont, madame, ils l'ont. Écoutez, madame, je ne vais pas faire la... Écoutez, je comprends. Madame, on ne va pas faire l'émission là-dessus. D'accord. Ça rejoint ce que votre invité dit. On veut aussi des services publics, on voudrait un État efficace. Mais il faudrait que cet État sache gérer les fonds publics. Et donc, lorsqu'on donne la préférence et qu'on somme un département de s'occuper et d'allouer des dizaines de millions à cette problématique, alors même qu'on refuse, par exemple, d'améliorer la condition des soignants et des hôpitaux, etc. Mais madame, nous sommes tout à fait d'accord, je le dis à longueur d'émission, madame. Alors, si vous n'écoutez pas mon émission,
l'émission. Je vous écoute, Alors, je si vous vous m'écoutez, je ne dis mais que ça. Je malheureusement- dis simplement, madame, c'est tout, on va arrêter là, parce qu'on pourrait parler, je serais ravi d'en discuter avec vous après, mais on ne peut pas passer l'émission là-dessus. Je dis simplement qu'il faut dire les choses autrement. C'est-à-dire qu'il faut dire qui sont les responsables. Moi, par exemple, c'est très simple. La première des choses à faire quand on reçoit des mineurs, primo examiner d'où ils viennent, examiner d'abord ils sont vrais ou faux mineurs, déjà s'il y avait ça, et reconduire à la frontière. Et vous savez très bien, parce que c'est très joli de faire des phrases, mais 3% des gens de demandeurs d'asile sont véritablement reconduits à la frontière. 3%. Voilà. Et il est là le problème. Et tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, je peux faire, ou Éric Zemmour peut faire toutes les phrases qu'il veut, ça ne changera rien à rien. Nicolas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On est sur l'immigration. Non, mais je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Quel que soit, même les électeurs de gauche, majoritairement dans les sondages, alors, ça sont jamais comme des sondages, sont favorables à une réduction de l'immigration. Moi, je pense que ce que nous vivons depuis 60 ans maintenant est une révolution considérable, comparable par ses conséquences aux invasions dites barbares et que l'historiographie moderne plus consensuelle appelle les grandes invasions. C'est éloquent. Je crois que l'immigration italienne, polonaise, à laquelle vous faisiez peut-être référence en parlant de ceux qui ont bâti la France, mais non, c'est pas pareil un Italien qui vient des démarches que quelqu'un qui vient du Mali. Et je retombe sur ce que je disais tout à l'heure, toutes les cultures sont respectables. Je respecte autant la culture italienne que la culture malienne, mais c'est pas pareil d'assimiler ou tenter. Bon, le désastre, c'est qu'au même moment où on accueillait des populations différentes, et c'est pas insultant, on a abandonné toute politique d'intégration sérieuse. On leur a dit, vous êtes comme vous êtes, c'est magnifique, venez avec vos différences, et parallèlement, on leur a appris à l'école, je suis désolé, je suis un enfant de l'école publique, on leur a appris dans une très large mesure la haine de la France, en leur rappelant tout le temps que leurs grands-parents avaient été colonialistes, etc. avaient été colonisés, matraqués par la France. Je ne sais pas, moi je porte pas plainte contre l'Italie pour ce qu'a fait Jules César contre Vercingétorix. Les historiens estiment qu'il y aurait eu 2 millions de Gaulois qui seraient morts durant ces considérables, ça faisait un quart de la population. Je sais pas où on peut remonter. Les Italiens. Non, certainement pas, surtout pas les Italiens, mais les barbaresques, les barbaresques, selon les historiens, auraient kidnappé à peu près 1,5 million de femmes, d'enfants et d'hommes, transformés en prostituées ou en esclaves. Je ne demande pas à l'Algérie de s'excuser pour les barbaresques. Tous les peuples ont été bourreaux, victimes à des moments de leur histoire. C'est comme ça, il n'y a que l'Europe qui passe son temps à se le reprocher. Ça, c'est une vieille histoire. Vous l'avez compris, tout le monde a la parole sur Sud Radio. D'accord, pas d'accord. Et pour ça, un seul numéro, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours dans tous ses états avec son invité Nicolas Lévin et avec vous qui nous appelez 0826 300 300. Et Alain nous appelle de Montpellier. Alain a composé ce numéro de téléphone. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Oui, bonjour André. Un grand bonjour à toute l'équipe et je voulais d'abord, avant toute chose, vous féliciter pour votre émission qui permet de donner la parole à toute cette majorité, j'allais dire, silencieuse, qui a beaucoup de choses à dire, et tous ces gens qui sont censurés sur les autres antennes. En tout cas, bravo, merci, et surtout, ne changez rien. Alors, on va tâcher. Oui, on vous écoute. Voilà, c'est une petite anecdote amusante. Bon, je suis médecin du côté de Montpellier, et quand l'ex-premier ministre a révélé avoir un vitiligo dû au stress qui expliquait le blanchiment de sa barbe, j'ai un petit peu regardé. Voilà, Édouard Philippe, j'ai un peu regardé, et puis j'ai vu que le vitiligo, d'abord, c'est une dépigmentation de la peau et pas forcément des poils. Et comme diagnostic différentiel, il y avait 2 autres diagnostics. Il y avait d'une part ce qu'on appelle le piébaldisme, c'est-à-dire une petite mèche de cheveux blancs sur. Il y avait un journaliste à la télévision au JT qui avait ça d'ailleurs à l'époque. Et puis le deuxième diagnostic différentiel, c'est ce qu'on appelle l'achromotrichie. Ça vient du grec chromo, couleur, et trichie, des poils. Ça veut dire que ce sont des poils qui sont décolorés. D'accord. Bon, jusque-là, rien de bien notable, mais ce qui est amusant, c'est que ça peut être un effet secondaire de la chloroquine. Ah bon? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Vous voulez dire que Édouard Philippe aurait pris
de la chloroquine. Enfin, c'est pas sûr, mais... Je n'en suis pas sûr, Non, mais ça regroupe un peu ce qu'hier vous disiez à propos de l'Australie, qui avait révélé que la chloroquine avait été beaucoup plus utilisée dans la région parisienne que dans le sud. Donc, je pense que certainement beaucoup de gens en ont pris sans le dire, en disant faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais ça, je peux vous le confirmer, ça. Oui. Voilà. Vous aussi, donc, Nicolas. Voilà. Alors donc, voilà, je voulais vous donner c'est pas un scoop, mais finalement, on peut se poser la question, ce qui est très très amusant d'ailleurs, je trouve. Tout à fait. Parce que si vraiment on a du vitiligo, il faut se foutre à poil et montrer partout où on a ces taches de peau dépigmentées comme une girafe. Hein. On va faire une pétition sur change.org pour demander que Édouard Philippe se mette à poil. On va vérifier tout ça. Justement, on verra peut-être d'autres poils blancs, on ne sait jamais. Merci docteur. Merci en tout cas de cette très jolie histoire. Je voudrais juste rappeler quand même aussi les pages de quelques extraits du livre de Nicolas Lévin. Il dit ceci, et c'est vraiment, parce que tout se rejoint, vous savez, le Covid, vous tirez le fil, comme on dit, et puis tout arrive, hein. Même pas le dessin caché de la tapisserie. Voilà ce qu'il écrit. La mondialisation, c'est la privatisation de tout, et subséquemment la disparition pure et simple de la notion d'intérêt général. Aujourd'hui, certaines multinationales sont plus riches que de grandes puissances. BlackRock brasse plus de milliards que l'État français. Les véritables maîtres de la planète, on le sait, mais il va mieux en le disant, sont les conseils d'administration d'Apple, de Microsoft, Samsung, Huawei, Facebook, Total, etc., Tencent, Coca-Cola, etc. Et vous dites très bien, partout l'État recule, le capital avance, et en fait, notre paradigme n'a pour substance et finalité que la recherche frénétique de nouveaux profits. Parler depuis un demi-siècle d'homo economicus est insuffisant. Tout, absolument tout dans le monde qui advient est ramené, réduit, condensé dans une sorte de bilan comptable. Alors vous pensez vraiment que tout est comptabilité ? Et on le voit dans cette crise. Ouais, je vais citer un nom interdit partout. Je vais parler de Renaud Camus, qui parle de matière humaine indifférenciée. Je pense que le but du capitalisme, ou du néo-capitalisme, on appelle comme on veut, enfin en tout cas de ce que nous vivons, parce que la réduction de la politique à l'économie est de créer une matière humaine indifférenciée, d'uniformiser, et ça passe entre autres par le métissage, c'est-à-dire les grands mouvements de population. Enfin, on retombe là pour le coup purement et simplement sur l'idéologie. Et voilà le monde dans lequel on vit, et on le voit à cette occasion en particulier avec l'industrie pharmaceutique. Je sais bien que pour les libéraux, l'industrie pharmaceutique est une branche est capable de philanthropie, elle n'est que philanthropie. Moi j'ai un doute, je pense que comme toute industrie pharmaceutique a pour principal objet de faire de l'argent, et que dans cette affaire, on retombe là pour le coup sur le professeur Raoult, je pense que évidemment elle préfère prendre son temps, créer de nouveaux médicaments qui coûteront très cher, plutôt que d'essayer l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, je crois, parce on oublie toujours la seconde. Oui, je pense que la mondialisation, c'est la privatisation de tout, et j'observe, et c'était visible notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, l'effondrement total du sentiment d'intérêt général qui va qui explique aussi pourquoi les gens, quand ils voient des agressions, ne se sentent pas responsables, n'ont pas envie d'intervenir. Je crois qu'on ne se sent plus faire partie d'un peuple, d'un collectif, je crois. Ouais. Merci Nicolas Lévin. Et lisez ce livre, L'incident. Puis j'ajoute une dernière petite chose. Non, je voulais juste adresser, très bref, un salut très fraternel aux Gilets jaunes. Voilà, j'étais parmi vous, j'étais 10 fois sur les champs, c'était absolument merveilleux. Enfin, les souverainistes des deux rives se sont rassemblés. C'était le plus beau jour de ma vie, ou pas loin en tout cas. Et je sais nos dissensions, je sais surtout ce qu'on nous a mis dans la tronche pendant des semaines, que c'était une répression inédite depuis les grèves de l'après-guerre. Et je pense à tous ces jeunes gens, et moi jeunes gens que j'ai vu pleurer à cause de la lacrymo, à cause des coups de matraque. Et je veux dire, on a perdu une bataille, certes, c'est incontestable. Vous parlez comme De Gaulle. Non, mais il y aura d'autres batailles, et nous avons 15 siècles d'histoire derrière nous. Ne l'oubliez jamais, nous sommes le peuple français, à la fin nous vaincrons.
Eh bien, c'est dit. C'est dit, je rappelle, ce livre, La cartographie d'un carnage aux éditions du Ring et qui sort aujourd'hui en librairie. Merci beaucoup André Berkoff, on vous retrouve demain à midi. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et en podcast. Et tout de suite, Brigitte Lahaye.